Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Marc Tassé, qui est un expert conseiller en éthique et en gouvernance. On a parlé de sujets très intéressants et notamment du risque lié à la réputation au sein de la chaîne d'approvisionnement. C'est un risque que je pense on sous-estime aujourd'hui. On va parler pourquoi c'est important de l'identifier, de le gérer et les impacts sont absolument importants. Il faut s'en rappeler. On a parlé aussi avec Marc de la culture dans une organisation. On sait que l'éthique, ça part de la haute direction, comment c'est important que ça descende aussi dans nos décisions et comment ça finit par affecter la chaîne d'approvisionnement dans son choix de travailler avec un fournisseur ou un autre, surtout s'il est dans un pays à l'extérieur. Donc, on va parler de ces notions-là, des dimensions aussi qui sont liées à l'importance des médias sociaux aujourd'hui. Donc, les impacts sont négatifs et beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez le Balado Finlam qui s'adresse aux professionnels de l'approvisionnement et aux dirigeants d'entreprises en quête d'excellence. J'y reçois des témoignages d'intervenants clés de divers horizons, du public et du privé. Ils viennent nous partager des expériences et dévoiler des pratiques inspirantes, des conseils et des innovations audacieuses. Bienvenue dans l'univers passionnant de l'approvisionnement. Bonjour, Marc Tassé, que je reçois aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir, Marc, qu'on va avoir cette belle conversation ensemble. Permets-moi de te présenter. Je vais dire les choses principales donc, qui te concernent, mais il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Mais déjà, pour annoncer notre sujet, déjà, tu es un expert international en éthique et gouvernance. Tu es conseiller indépendant auprès des conseils d'administration, des présidents, des administrateurs sur ces sujets-là en particulier. Comité de direction. Comité aviseur aussi. Hein? Oui. Sur la PME, on n'a pas de comité de direction, de conseil d'administration, mais on a des comités aviseurs qui peuvent être intéressés par tous les sujets dont on va discuter. Et tu es aussi conseil auprès de plusieurs organisations, ministères, sociétés d'État, organismes fédéraux et provinciaux. Donc, tu es la référence pour parler d'éthique et de gouvernance, certainement, au Québec. Donc, je suis vraiment très honorée de t'avoir. On va parler aussi aujourd'hui de plusieurs choses, mais notamment d'un risque qui est presque invisible, mais mon Dieu, combien réel. Et c'est celui vraiment de la réputation. Donc, le risque lié à la réputation, on va en parler dans le contexte de la chaîne d'approvisionnement, mais on peut en parler aussi de façon un peu plus large, parce que ce risque-là, je pense qu'il est sous-estimé. On s'en occupe pas vraiment. On vient de dire qu'il est presque invisible, donc il semble pas existant pour beaucoup d'organisations. Donc, déjà, pour partir un peu la discussion, j'aimerais ça que tu me dises, dans ce que tu observes, toi, auprès des entreprises aujourd'hui, est-ce qu'on est bon ou pas bon dans la gestion de notre risque réputationnel? J'aimerais dire qu'on est bon. Je dirais c'est plutôt qu'on apprend de ses erreurs. Et moi, je suis quelqu'un qui dit le temps aux gens de plutôt apprendre des erreurs des autres plutôt que de nous faire des erreurs dans mesure du possible. Le risque réputationnel est un risque qu'on a souvent ignoré parce qu'on aimait plus parler du risque légal, du risque financier et du risque opérationnel parce qu'on avait des gens au sein de l'entreprise qui étaient qualifiés là-dedans et c'était souvent quantifiable. Alors que le risque réputationnel, c'est comme tu l'as dit un petit peu tantôt, c'est un risque invisible. Le danger que l'invisible, c'est qu'on ne le voit pas d'un, et de deux, on ne sait pas quelle peut être la conséquence. Et avec tous les médias sociaux de nos jours, on se rend compte que le risque réputationnel est un risque qui peut surgir à n'importe quel moment, qu'on n'est habituellement pas vraiment préparé pour savoir comment le gérer, et qui a des impacts à long terme pour les entreprises. Je dis long terme parce qu'il y a des études qui ont démontré que ça prend environ 80 semaines pour que votre réputation soit rétablie avant le moment où il y a eu des allégations. Parce que souvent, un risque réputationnel... Oui, à récupérer. De cet impact-là, ça peut prendre jusqu'à 80 semaines. Certaines personnes disent que c'est une année et demie. Moi, en tant que comptable, je dis que c'est 560 nuits que vous allez vous coucher le soir en vous disant demain, je ne sais pas ce qui m'attend. On récupère ou on ne récupère pas. Dans certains cas, c'est fatal. Exactement. Dans certains cas, c'est la fin. C'est la mort de l'organisation. Donc, si on regarde plus spécifiquement tout ce qui est lié à la chaîne d'approvisionnement, donc tu l'as mentionné tout à l'heure, on a plusieurs dimensions aussi à considérer. Dans l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement, c'est de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus de joueurs. On va en parler plus spécifiquement. Où est ce risque-là en particulier?
Mais donc, un écosystème compliqué. On a comme des prédispositions, là. On a un écosystème compliqué, plein de joueurs avec qui on travaille, avec qui nos propres partenaires ont des partenaires. On a aussi toute l'emprise des médias sociaux qui véhiculent l'information bonne et surtout mauvaise de façon très rapide. On a aussi la question de la réglementation. Et ça, j'aimerais ça que tu nous en parles aussi parce que c'est un incontournable. Il y a des choses qui sont réglementées, puis il y a des choses qui sont légiférées. Oui. Et si on ne s'y conforme pas, ça peut faire très mal aussi, au-delà de tout ce qu'on vient de mentionner. Donc, si on parle juste de la réglementation, là, particulièrement au Canada, au Québec en ce moment, qu'est-ce qu'on a comme élément, j'allais dire coercitif, mais qu'est-ce qu'on a comme contrainte, disons, ou qu'est-ce qu'on doit rencontrer comme fardeau là, quand on est dirigeant? OK. Bien, en partant, on a, si on est dirigeant, surtout si on est administrateur, on a ce qu'on appelle un devoir de fiduciaire. Donc, à ce moment-là, on doit agir à 4 niveaux: la prévention, la détection, l'information et la correction. Et de plus en plus, on voit des poursuites en recours collectif qui sont intentées contre des administrateurs d'entreprise pour avoir failli à leur devoir de fiduciaire en disant qu'ils ont été négligents. Et la négligence se démontre au niveau de ne pas avoir agi dans le but de prévenir. Donc, tout ce qui s'appelle la prévention devient très important. Et donc, les administrateurs, en partant, ils ont peur en disant, s'il y a des risques, est-ce que je peux les prévenir? Risques réputationnels, comment je le préviens? Et je vous avais mentionné comme tel la chaîne d'approvisionnement. Totalement un point critique. Parce que la chaîne d'approvisionnement, souvent, c'est des personnes qui sont impliquées dans notre écosystème qu'on ne connaît pas vraiment, autre que lorsqu'on a signé un contrat avec eux, et qui sont répartis à travers le globe, avec la mondialisation. Donc, ça fait en sorte que on dirait toujours que ce qu'on ne connaît pas, l'invisible, nous énerve un peu plus. Et au Canada, il y a une nouvelle loi qui a commencé le 1er janvier 2024. C'est la loi, c'est-tu la 61? C'est quelle loi? Oui, bien, c'est ce qu'on appelle la Modern Slavery Act, donc qui veut dire la loi sur l'esclavage moderne. Donc, ça impose des exigences pour les entreprises qui ont des actifs supérieurs à 20 millions de dollars. OK, donc pour se qualifier, il faut avoir... 2 de 3. Donc, 20 millions d'actifs. J'en nommais 3. 20 millions d'actifs, 40 millions de dollars de revenus ou un montant comme tel qui va toucher 250 employés. OK. Exactement. Si on se trouve dans deux de ces catégories-là, on est assujetti à cette nouvelle loi-là qui vient réglementer ces éléments-là. Oui. Et puis, il doit y avoir des pénalités aussi. Ah oui, c'est sérieux, qui sont proportionnelles à l'ampleur. Donc, oui, c'est très sérieux. On n'y échappe plus. Non. On ne peut plus se mettre la tête dans le sable. Puis notamment, on ne peut pas non plus dire, comme on a entendu assez souvent dans des gestions de crise, non, c'était pas connu, c'est pas une situation qu'on connaissait, ça passe plus très bien. On va en parler après parce que ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental au niveau du besoin maintenant de transparence dans les organisations. Il y a des choses qui passent plus aux yeux du public. Tout ce qui passait qui ne passe plus, c'est ce qu'on appelait de la négligence en faisant de l'aveuglement volontaire. Le fait de dire, personne ne m'en a jamais parlé, on va dire, tu as failli à ton devoir de fiduciaire, tu aurais dû prévenir, tu aurais dû poser la question. C'est pas savoir si on te le dit, c'est est-ce que tu as posé la question. Exactement. Fait que ça, c'est super intéressant. Maintenant, si on parle de ce risque-là, le risque réputationnel, comment tu le décrirais? Ça serait quoi ta définition? Moi, je dirais que le risque réputationnel, c'est un risque de perception. Est-ce que les gens perçoivent que l'image que tu démontres n'est pas la réalité? L'expression en anglais qui dit « If you can't say it, you better be able to prove it ». Et on l'a vu dernièrement, j'aime pas nommer, mais c'est du domaine public, puis c'est très récent, avec la compagnie Lululemon. Ils ont fait beaucoup de prestance publique pour dire qu'ils supportaient l'environnement, qu'ils étaient des gens qui étaient très proactifs dans ce domaine. C'était la ligne marketing très claire. Et là, parce qu'un de leurs fournisseurs ne semble pas se conformer, automatiquement, il y a une enquête qui est faite et on a nommé dans les médias la compagnie Lululemon. Donc, le risque réputationnel, c'est pas juste qu'est-ce que nous, on fait, c'est qu'est-ce que tous les gens qui sont nos tierces parties font. Donc, ce risque-là, carrément, il va impacter défavorablement soit notre organisation, soit nos activités.
Ça va impacter nos ventes. Enfin, il y a vraiment un impact direct. Là. On parle d'un risque invisible, mais il y a un impact direct. Si on regarde au niveau de la chaîne d'approvisionnement, là, le risque, les gens qui nous écoutent vont dire, OK, mais moi, j'ai ce risque-là où? On va faire une énumération parce que je pense que c'est intéressant aussi. Puis quand on parlait de l'écosystème tout à l'heure, on rentre vraiment là-dedans. On est dans un environnement où on a des fabricants, on a des OEM, on a des fournisseurs qui, eux, ont des fournisseurs. Hein. On rentre dans le, pour ceux qui connaissent le langage, dans le Tier 2 et dans le Tier 3, dans certains cas. On est dans des sous-traitants. On est dans nos distributeurs de produits. Ça va-tu jusqu'à nos clients aussi? Est-ce qu'un mauvais client peut impacter notre réputation? Oh, totalement. Totalement. Le fait d'avoir certains clients peut nous affecter. Je donne un exemple. J'ai pensé à la restauration. Il y a des restaurants que des fois, ils perdent leur permis, leur licence d'opération parce qu'il y avait certains clients qu'ils ont fréquentés. Les indésirables. Les indésirables. Donc, c'est la même chose. Vous pouvez faire partie. Vous pouvez avoir certains de vos clients, et surtout en ce moment, avec tous les conflits qu'il y a au niveau international, d'avoir certains clients peut aussi affecter votre réputation. Donc, c'est vraiment une vigie d'organisation pour qu'on ait une espèce de scan sur l'ensemble de nos activités. Puis, ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que même si on n'a pas un lien direct contractuel, il peut y avoir un impact aussi sur la réputation. Et ça, c'est quelque chose à penser. Parce qu'on avait cette perception que, non, moi, j'ai pas de contrat avec cette personne-là ou j'ai pas de contrat avec cette organisation-là, que ça m'exclut de cet impact défavorable-là. Mais c'est pas le cas, là. S'il est dans notre cercle d'activité d'une façon ou d'une autre, on éclabousse l'organisation. Totalement. Puis on en voit de plus en plus de ces choses-là. Même les organismes qui reçoivent des dons font une diligence raisonnable sur leur donateur en disant, est-ce que je veux m'associer avec ce donateur? Même si, dans le fond, j'ai aucune relation d'affaires autre que de recevoir un don. Il y a certains organismes qui vont dire... Et aussi, quand on parle de risque réputationnel, on voit la chaîne d'approvisionnement, on oublie des fois les bénévoles. Nos bénévoles font partie de notre écosystème. Ils ne sont pas salariés ou rémunérés, mais ils font partie. Pensez à des organismes comme la Croix-Rouge, des organismes qui sont à travers le monde, qui interviennent dans des situations d'urgence critique où il y a beaucoup d'émotionnel plus que de rationnel. Quelle est la... Il faut faire attention à comment les bénévoles vont agir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont toujours surveillés à ce moment par des téléphones cellulaires. C'est plus des caméras de surveillance, c'est toute personne. Dès qu'il y a un désastre ou quelque chose, il y a maintenant quelqu'un qui filme. Donc, s'il y a un bénévole qui est là, mais qui encore ne nos fait médias pas... sociaux. On n'a plus de place à l'erreur, on n'a plus de place à... Donc, c'est intéressant de retenir là-dedans, c'est que le comportement de quiconque dans notre écosystème va nous impacter. C'est plus juste nos actions ou nos décisions, mais c'est vraiment les décisions d'un ensemble de... Et ça, je pense que c'est une donnée importante, puis on la sous-estime. Dans les dimensions du risque, hein, on parle d'impact depuis tout à l'heure. Certainement l'image. Il y a un impact sur l'image, je sais, c'est sûr. Il y a l'image des produits puis des services eux-mêmes. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est les conditions de production. Et ça a fait beaucoup jaser les dernières années. Puis je sais que tu as des affaires à nous dire là-dessus. Puis il y a un cas qui est assez bien connu. Il y avait la phase 1, il y a même eu la phase 2, mais j'aimerais ça que tu nous en parles parce que ça a frappé l'imaginaire, je me rappelle, il y a 10 ans. Parle-nous du cas de Rana Plaza au Bangladesh. Oui, effectivement, le triste cas de Rana Plaza, ça s'est produit il y a environ 10 ans. C'était un endroit au Bangladesh où est-ce que ça s'appelait Rana Plaza et on fabriquait beaucoup de produits pour des compagnies nord-américaines, dont entre autres la compagnie Joe Fresh, qui appartient à Loblaws, donc la famille Weston. Et ils avaient commencé avec quelques commandes, puis les gens livraient, ça allait bien. Finalement, il y allait avec des commandes de plus en plus grosses. Et il y a eu une situation qui s'est produite où est-ce qu'il y a un inspecteur en bâtiment qui s'est présenté dans l'édifice en question, il a dit, on doit arrêter. Ça ne respecte pas le code de sécurité. Et les personnes qui opéraient ont dit, non, écoutez, donnez-nous un délai. On a un gros contrat à livrer et puis on va avoir des pénalités énormes si on ne le livre pas. Donc, est-ce que vous pourriez, comme tel, nous accorder un délai? La personne a dit non. Finalement, on l'a convaincu, la personne, avec un montant d'argent. La personne a accepté. On leur a accordé un délai de 72 heures. Finalement, dans ce délai-là, l'édifice s'est effondré.
1300 personnes sont décédées. Plus de 3000 autres ont été blessés. Et souvent, on a tendance à dire, OK, ben c'est 1300 morts. Non, retenez 3000 blessés. Parce que si vous avez vu le reportage qui a été fait à Radio-Canada, il y a des gens qui ont été amputés. C'est des blessures à vie. Exactement, c'est des blessures à vie qui changent aussi le parcours de votre vie. Donc, c'était très triste. Et à ce moment-là, c'est sûr que les dirigeants de Loblaws, je vous dirais, le conducteur du conseil d'administration ainsi que d'autres personnes dans la route des élections ont mentionné, écoutez, c'est inacceptable, on déplore ce qui s'est produit et on va aller de l'avant en mettant des règles pour éviter que ça ne se reproduise plus, donc des règles de sécurité. Et aussi, on veut s'assurer que les employés vont avoir un niveau de vie acceptable. Et c'était ce qui était la déclaration officielle. Et tout le monde regardait ça. Et dans la première année, il y a eu un effort. Mais si vous écoutez le reportage qui a passé à l'émission Enquête, vous allez voir comme tel que... Il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé. Et 10 ans plus tard, on se rend compte que le coût à l'unité de s'approvisionner pour Joe Fresh, il y a 10 ans, si on met 100 $ d'aujourd'hui, ça coûte moins cher aujourd'hui que ça coûtait 10 ans passés. Et les conditions ne se sont pas améliorées. Il y a plein d'affaires à parler dans ce que tu viens de raconter. Puis je trouve que à l'université, ils diraient c'est un beau cas pratique à étudier. Il y a d'abord la négligence des gens localement. Là, on se dit, à l'extérieur, on n'est pas responsable de la négligence des gens, admettons, localement. Mais la vraie question, c'est est-ce que moi, comme entreprise canadienne, quand je confie des contrats de cette nature-là à l'étranger, est-ce que j'ai une obligation de m'assurer, on parle des conditions de production, que la main-d'œuvre est traitée adéquatement? Et est-ce que si je suis informée d'une défectuosité au terme des standards de sécurité, je dois être alarmée par ça et je dois intervenir? La réponse est oui, oui, oui. Le premier oui, c'est que c'est beaucoup plus que de juste dire... Voici, on a des politiques internes, on a une entente qu'on prend avec vous en tant que fournisseur. Vous devez vous conformer, vous devez signer quand vous allez vous conformer. Ça, c'est le début. Mais par la suite, il faut faire une surveillance pour voir est-ce que ça existe vraiment. Est-ce que ce que tu me dis est vraiment ce qui se vit? Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième, il y a ce qu'on appelle la raisonnabilité. Moi, de formation, je suis comptable, et on dit toujours, est-ce que c'est raisonnable? Tu regardes des chiffres, tu dis, est-ce que ça fait du sens? Et je crois que lorsqu'on a un coût de production qui est tellement, tellement faible, il faut se questionner en disant comment se fait-il qu'ils peuvent avoir un coût de production si faible comparé au nôtre? Et des fois, la réponse, c'est parce que les règles de sécurité ne sont pas respectées. Le salaire offert ne permet pas d'avoir un niveau de vie minimal. Puis je ne parle pas d'un niveau de vie acceptable. Je parle même d'un niveau de vie minimal. Donc, à ce moment-là, ça qu'on dit des fois d'avoir été négligent, ça démontre une négligence de dire oui, mais je ne le savais pas. Oui, mais en 2024, il n'y a pas de raison de ne pas le savoir. Tu viens de toucher est-ce que c'est acceptable? Puis est-ce que... Là, on est dans la véritable culture d'éthique. Oui. Est-ce qu'on en a une sur papier sur notre site Web ou on en a une qui nous accompagne dans toutes nos décisions? Puis quand on travaille à l'étranger, oui, au niveau de la main-d'œuvre, on peut peut-être tirer certains bénéfices. Mais la vraie question qu'on doit se poser tout le temps, puis comme consommateur aussi, j'ai-tu besoin de toujours payer le moins cher s'il y a des compromis à faire sur ces conditions-là? Tu sais, c'est une réflexion pour tout le monde aussi. Et est-ce que la recherche du profit est tellement, tellement importante pour les organisations qu'on va accepter ces risques-là? Parce que tu as raison de dire que on devait savoir à quelque part pour offrir des produits si bas, à des prix si bas qu'il y avait des choses... Donc, la culture d'éthique, il faut que ça soit imprégné. Mais l'autre question que j'ai, tu as donc vu les événements de 2013. 10 ans plus tard, on a fait un petit documentaire là-dessus. Ceux qui veulent le voir, c'est à Radio-Canada. Oui, c'est à l'émission Enquête. À l'émission Enquête. Oui. On peut retrouver. Vous pouvez le voir en anglais, ceux qui aiment en anglais, à W5 aussi. C'est vraiment fascinant parce que je l'ai écouté aussi. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça a changé quelque chose chez Loblaws? Est-ce que ça a changé vraiment? Est-ce qu'on est intervenu dans ces 10 années-là de façon... Est-ce qu'on a même eu de la compassion pour ce qui était arrivé? On a-tu changé quelque chose? Je dirais qu'ils ont essayé d'avoir M. Galen Weston, qui est le président, d'aller publiquement.
il a refusé. Ils ont tout simplement envoyé un communiqué en disant « Nous ne mettrons pas de commentaires, mais nous tenons à vous préciser que pour nous, c'est important, c'est au cœur de nos décisions. » On peut se questionner. Si vous regardez le reportage, on peut beaucoup se questionner. On peut beaucoup soupçonner que pas grand-chose non plus a été changé. On pourrait déduire de façon... mais quand même, je crois que moi, il y a deux choses qui me fatiguent. D'un, l'inaction. Et deuxièmement, c'est qu'on continue à dire que nous croyons dans une responsabilité sociétale. Ça, moi, ça me fatigue un petit peu. C'est les gens... Tu sais, une fois, on m'a déjà demandé, peux-tu m'expliquer en une phrase c'est quoi l'éthique? J'ai dit, fais la bonne chose quand tu crois que personne ne te surveille. Donc, pour moi, être éthique, là, c'est dis la vérité. C'est sûr que peut-être que personne ne le sait quelles sont les conditions d'emploi au Bangladesh puis avec quelle compagnie tu fais affaire. Mais honnêtement, si toi non plus, tu ne le sais pas, dis, on ne le sait pas, on travaille là-dessus, on va vous revenir. Il faut être transparent. Et à cette heure, en tant qu'administrateur, notre devoir, c'est d'être transparent, d'informer les gens. C'est ne pas dire... C'est ce qu'on demande de plus en plus. Exactement. Ne pas dire, oui, on a un très bon programme en place. On peut dire, on a un programme qu'on a mis en place, qu'on croyait très bon, mais qu'on n'a aucun indicateur de performance dans le but de pouvoir l'évaluer. On va le revoir, on va le réévaluer. On ne le sait pas. Oui, on va s'améliorer, on est à l'écoute. Non, mais tu as raison, puis c'est... Mais c'est drôle de voir après 10 ans que finalement, ça n'a pas eu l'impact qu'on aurait pensé que ça aurait. Ça me ramène aussi à l'approvisionnement de façon plus générale, mais qui fait qu'un seul maillon de la chaîne, là, ça fait éclater tout le reste, puis la réputation a été éclaboussée. Parlons des professionnels. J'aimerais savoir ton avis. Est-ce que, selon toi, aujourd'hui, les professionnels de l'approvisionnement intègrent suffisamment les critères de responsabilité sociale dans leurs appels d'offres, par exemple, ou dans leurs exigences, dans leur rapport avec certains partenaires ou fournisseurs? Je dirais que c'est beaucoup plus présent que ça l'a été. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que l'histoire va nous le dire. Mais moi, ce qui me fait toujours peur, ce sont les professionnels de l'approvisionnement qui vont toujours essayer de trouver la faille dans une règle, dans une loi. J'aime bien les appeler à la blague les Chief Loophole Officers. Les gens qui sont juste là pour trouver une faille et l'utiliser et en abuser. Moi, si tu me trouves une faille, tu me le mentionnes, tu dis il faudrait que tu la corriges parce que tu es vulnérable, j'adore. Mais si tu trouves la faille, tu l'utilises, puis tu en abuses, puis après, tu me dis c'est à toi de le savoir, c'est différent. Et je crois qu'en ce moment, au niveau de l'approvisionnement, il y a plusieurs réglementations internationales. Il n'y a pas vraiment une règle ISO qui couvre l'approvisionnement. Non, c'est pas standardisé comme tel ou harmonisé, en tout cas, ouais. Parce qu'il y a des règles de loi de travail qui sont différentes de pays en pays. Mais il ne faut pas oublier que si vous êtes... Il y a quand même les grands... Je t'arrête là-dessus, Marc, parce que on peut se dire ça, oui, mais en même temps, là, on a juste à se rattacher aux 17 règles de l'ONU, là, puis on les intègre, là, puis elles sont existantes, internationalement reconnues, puis tout le monde tente d'une façon ou d'une autre de les intégrer dans ses processus d'affaires. Donc oui, il n'y a pas de normes standard, mais il y a beaucoup d'indications de réglementation qu'on peut suivre sans se tromper, puis ça nous donne aussi une bonne... Puis je pense qu'il faut réaliser, il faut aller au plus élevé des deux. Donc, si on regarde deux pays, on va prendre la règle la plus élevée des deux. On a déjà pensé dans le domaine minier. Le domaine minier, on a toujours dit qu'il y a des règles de sécurité au Canada qui sont très élevées. Dans certains pays, sont moins élevées. Mais quand on va dans un autre pays, est-ce qu'on peut se satisfaire en disant bien, je respecte la loi du pays en question? Nos propres règles à nous. On applique, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous dire est-ce qu'une vie au Canada vaut plus qu'une vie dans un autre pays? Donc, c'est la même façon. Puis si on prenait le cas de Joe Fresh, la question est ça. Est-ce qu'une vie au Canada vaut plus qu'une vie au Bangladesh? Si la réponse est non, ça vaut équivalent, bien pourquoi tu n'as pas les mêmes critères de sécurité, tu n'as pas les mêmes... De dire, on veut qu'ils aient un niveau de vie acceptable. Compare ce qu'on a au Canada, puis à partir de là, tu vas dire, bien, comment je peux le savoir? Tu peux le savoir avec ton prix de revient. C'est dans ton prix de revient que tu dois t'asseoir et dire, écoute, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, puis aussi se poser la question sur combien de profits, en plus, j'ai besoin pour ce genre de choses-là. Donc, la question maintenant, c'est comment on peut, comme professionnel de la pro, comme dirigeant, hein, je mets aussi les dirigeants des organisations là-dedans, comment on peut mieux gérer ce risque-là? Il y a des trucs, il y a des façons de faire aussi. Est-ce qu'un bon élément ou un bon point de départ, ce serait vraiment, déjà dans sa chaîne ou dans son écosystème, de tenter d'identifier où est-ce que c'est plus susceptible où est-ce qu'on est surexposé
à certains éléments. Comment, toi, tu adresserais ça? Bien, moi, je dirais, on commence en ayant des attentes de rendement raisonnables. Par la suite, on regarde... Financièrement, tu veux dire, au niveau profitabilité, exactement, tout au niveau ça. Profitabilité. Deuxièmement, on va donc, dans ce cas-là, pour s'approvisionner, ça devrait coûter un certain montant. Et là, en partant, lorsqu'on est prêt à payer un certain prix, c'est certain qu'on va attirer des gens dans le chaîne d'approvisionnement qui vont peut-être avoir tendance à plus respecter les règles que si on va juste sur la règle du plus bas prix admissible. Et ça, je pense qu'en allant vers ça, en disant ça, c'est le prix lequel je suis prêt à payer, et non pas tout le temps le plus bas, pas le prix plancher. Prenons notre prix plafond, disons notre prix plafond devient ce qu'on veut. Négocions pas sur le prix d'approvisionnement nécessairement, négocions plutôt sur la qualité de l'approvisionnement, négocions sur aussi le fait qu'on va pouvoir continuer avec ce fournisseur-là, puis ses employés vont être heureux, vont être présents, qu'il n'y aura pas d'accident au milieu de travail. Donc, je crois que c'est de se conscientiser. Trouver des fournisseurs qui nous ressemblent aussi. Oui. Si on a une culture, puis c'est imprégné sur les murs, qu'on a une culture d'éthique, bien, il faut que ça se reflète aussi chez les gens avec qui on travaille. Là. C'est comme impératif. Sinon, c'est du mensonge. J'ai vraiment un exemple à vous donner. J'ai eu la chance de travailler étroitement avec, soit c'est écouté, Dans l'œil du dragon. Oui, absolument. Moi, je suis originaire de l'Outaouais, puis il y avait 3 jeunes entrepreneurs de l'Outaouais qui ont créé quelque chose qui s'appelait Ola Bambou. Donc, c'était une brosse à dents fait à partir de bambou. On les connaît, ces produits-là. Ouais. 3 jeunes entrepreneurs, et eux, ils voulaient prendre beaucoup d'expansion, donc sont maintenant dans les Costco. Et une des choses qu'ils ne savaient pas, parce que leur produit est manufacturé à l'étranger. Bien sûr, le bambou, ça doit exactement. Pas encore au Québec. Il n'y en a pas beaucoup à Gatineau, du moins. Je ne sais pas à l'extérieur du Québec. Mais, sauf que une des choses qui leur a été exigée par Costco, tu veux faire affaire avec nous, parfait. Où est-ce que tu produis? À l'extérieur, parfait. Je pense qu'ils ont cherché 15 000 puis je parle de quelques années passées, pour eux-mêmes aller faire une enquête, d'aller voir comme tel si les conditions d'emploi étaient minimales, s'ils respectaient les règles de Costco. Donc ça, je trouvais ça super bien. Là, on est dans une vraie culture. Oui, dans une vraie culture. On est dans des actions conséquentes avec notre culture. Oui, et c'était à la charge de la personne qui voulait faire affaire avec Costco, et c'était des personnes indépendantes. C'était, on va choisir quelqu'un dans ce pays-là à qui on peut avoir confiance, ça, qui va aller sur place, qui va nous confirmer que les conditions d'emploi respectent les règles minimales, comme vous disiez un petit peu aussi des Nations Unies. Ça, c'est un bel exemple. Bravo, Costco. Il faut le faire. Moi, je pense qu'il faut le faire. Puis aussi... dans comment gérer ce risque-là, c'est évident que toutes les PME, par exemple, qui sont importatrices de produits, déjà, il faut se poser la question sur qu'est-ce que c'est ce produit-là, dans quel secteur d'activité on est. On sait qu'il y en a qui sont plus à risque que d'autres, on le sait, au niveau de responsabilité sociale. On sait aussi que certaines géographies, il faut se le dire, ils sont plus à risque parce que, on réglemente un peu moins ou disons qu'on laisse passer plus facilement ou qu'on est moins rigoureux peut-être dans le respect de certaines règles. Donc, il y a certaines pratiques qu'on peut mettre en place aussi. Et dis-moi, Marc, est-ce que toi, tu y crois au code de conduite, code de fournisseur? Est-ce que tous ces aspects-là, tu penses que ça peut être un élément important dans notre processus de gestion du risque réputationnel? Je pense que c'est la base. C'est nécessaire. Ça va dissuader peut-être certains fournisseurs qui sauraient qu'à la fin, peut-être qu'ils ne seraient pas bien évalués, donc ils vont tout simplement ne pas vouloir faire affaire avec vous. Donc, ça élimine certaines personnes. Deuxième étape, je pense, qui est important, c'est de dire, OK, comment que ça vit? Comment je le sais? Et on fait ce qu'on appelle une diligence raisonnable, et même faire une diligence raisonnable accrue, qu'on entend de plus en plus. Ils disent, Marc, on n'a pas l'argent, on n'a pas le temps. Écoute, donne-moi 15 minutes, je vais t'en faire une pas pire. Tu vas sur l'Internet, rentre comme tel le nom de ton fournisseur qui tu vas faire affaire, puis rentre scandale, rentre human trafficking. Tu vas voir, c'est quoi qui sort. Bien, peut-être que ça va être un signal. Souvent aussi, demande à son compétiteur. Je suis lancé à la blague, mais tu peux dire à un compétiteur, écoute... Dans son industrie, par exemple, un autre joueur dans son industrie. Ou des fois, ça peut être l'association. On dit, écoute, as-tu des problèmes avec lui? Puis pourquoi je prendrais toi plutôt que lui? Peut-être qu'il va dire, bien, parce que moi, je respecte les règles environnementales. Lui, il ne respecte pas. Ou les conditions humaines. Ça peut nous mettre sur des pistes. Ben oui. Mais dans le fond, on revient aux appels d'offres et on revient... Je pense un processus important qui peut permettre l'identification de certains risques de cette nature-là, c'est tout l'exercice de préqualification. Oui. Et ça, on le répète jamais assez. On est un peu fast-track là-dessus parce que des fois, on est dans l'urgence, ça nous prend quelqu'un, on a peut-être un problème de disponibilité, mais c'est l'exercice point de départ pour
démystifier beaucoup de choses. Et ça je pense qu'il faut renforcer, s'intéresser aux fournisseurs, aller chercher de l'information. Comme tu dis, il y a plein d'outils disponibles maintenant pour avoir de l'information. Puis dans la préqualification, puis ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une fois, on classe ça, c'est en continu, cette affaire-là de vigie puis de surveillance. Exactement. On peut en faire une très approfondie à un moment donné. Et par la suite, on en fait une de plus haut niveau, de toujours retourner, de faire une veille médiatique. On les met, il existe des logiciels qui le font automatique pour vous si vous n'avez trop, mais quand vous n'avez pas trop, c'est pas long, ça prend pas beaucoup de temps. Au sein des entreprises, souvent, on a de jeunes employés, ils maîtrisent extrêmement bien les technologies. Vous leur dites, tiens, je te donne une demi-heure, peux-tu me chercher tout ce que tu peux trouver de négatif sur cette compagnie-là? Croyez-moi que ça va être une demi-heure qui va être très payante pour votre entreprise. Ils vont vous sortir sans fil, sans limite. Oui, puis ça va sauver, sauver beaucoup de choses, mais effectivement, il faut faire ces efforts-là à l'avance. Évidemment, on ne veut pas le faire sur tout, on ne veut pas le faire sur des produits un peu insignifiants ou quand on est dans un marché plus local, mais dès le moment où on sort du Canada, typiquement, il y a des choses à vérifier. On n'a pas le choix, là, aujourd'hui, de faire ça. Et j'aimerais aussi que tu me donnes ton avis sur la perception parfois qu'on peut avoir que certaines entreprises vont se larguer de faire tout ce qu'ils font en responsabilité sociale où ils vérifient tous les partenaires, ils sont carte blanche, patte blanche. Mais c'est souvent pour plaire à d'autres qui sont en amont dans la chaîne. Je m'explique. Les donneurs d'ordre ont de plus en plus, les grands donneurs d'ordre, ont de plus en plus de critères, eux, dans leurs appels d'offres. De plus en plus, ils doivent démontrer à leurs actionnaires, leurs parties prenantes, qu'ils travaillent avec des gens qui correspondent à un certain standard. As-tu l'impression qu'il y en a beaucoup qui, juste pour satisfaire ce critère-là, vont se forger des pratiques ou des... As-tu cette impression-là encore en 2024? Oui, puis je pense même qu'ils vont engager des consultants pour les aider, pour leur savoir quoi répondre, quoi dire, quoi mettre en place, dire ça, c'est le meilleur standard. Puis ceux qui n'ont pas l'argent pour les consultants, ils vont prendre ChatGPT ou l'intelligence artificielle. Ils vont dire, voici ce qu'on me demande dans l'appel d'offres. Je veux avoir un score de X. Prépare-moi comme telle une réponse. On est rendu là. On est rendu là. On est rendu là. Donc, culture, j'ai fait le test dans là. mon cours je donne un cours de droit, justement, au niveau de toutes les règles anticorruption. Et on prenait des règles de grandes entreprises qui sont vraiment perçues comme étant des leaders dans le domaine. Puis avec mes étudiants, je disais, puis mes étudiants n'avaient aucune compétence dans le domaine, là. Je disais, vous avez 30 minutes, voici l'appel d'offres. Arrivez-moi avec un appel d'offres qui pourrait... Une réponse à l'appel d'offres, oui. Une soumission qui vous donnerait des bonnes chances de gagner. Et c'était incroyable. Il disait des choses. Puis, dans le fond, c'était tout inventé, là. Puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le site web de l'entreprise qui voulait soumissionner. On prenait le site web de l'entreprise qui allait en appel d'offres. Puis là, on mettait l'appel d'offres. Puis, l'appel d'offres est en PDF. C'est incroyable, là. On met 2 liens, puis tu sortes quelque chose. Écoutez, c'est... Mais là, on est dans la représentation. On n'est même pas dans l'action, dans le réel. Exactement. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Il faut leur faire comprendre qu'il y a une raison pour ça. On le fait pour une raison. Pas pour alourdir le processus. Pas pour exclure des gens. Pas pour se conformer à une règle non plus. De dire, on le fait parce qu'on y croit. C'est nos valeurs. C'est notre mission. Tant de gens qui me disent, Marc, c'est quoi comme tel, c'est quoi la valeur de l'entreprise? C'est quoi comme tel, son éthique? Puis je suis toujours, c'est simple. Si tu veux savoir c'est quoi qui vit au sein de l'entreprise, regarde le pire comportement non éthique que la haute direction est prête à tolérer. Et tu viens d'avoir comme tel. Ça, j'aime ça. C'est quoi? L'éthique, les valeurs de l'entreprise, c'est ça. Mais ça nous amène à la haute direction. Il n'y a pas rien qui peut se faire si on n'a pas une direction qui y croit. Totalement. Avant, on disait « tone from the top ». À cette heure, c'est « conduct from the top ». Tu dois le montrer. Tu ne peux pas juste le dire, parce que le dire, on peut tout le dire. Tu dois apprendre des actions concrètes. Puis reconnaître aussi ce qui est fait dans le bon sens. C'est de mettre en valeur les choses qui sont les bonnes choses. Et comme tu le dis tout à l'heure aussi, pas juste dire l'important pour moi, c'est la profitabilité, puis à tout prix. Non. On fait trop de compromis pour ça. Il faut voir long terme. J'aime le mot en anglais qui dit « sustainable ». Est-ce que c'est quelque chose qui peut être un legs? Moi, je sais, j'étais conseiller d'administration. On est dans la pérennité de l'organisation. On veut leur léguer ça. Je sais, j'étais conseiller d'administration. Puis souvent, je pose la question en disant, la décision qu'on va prendre, dans 10 ans d'ici, comment qu'elle va être perçue?
Parce que c'est notre ligue, là. C'est ça, parce que dans 10 ans, absolument, ce conseil d'administration, tu ne seras plus là. Mais si tu as pris une décision à court terme parce que ça t'avantageait, mais à long terme, ça désavantage l'entreprise, crois-moi qu'on va se souvenir de toi que tu siégeais au conseil d'administration lorsque la décision a été prise. C'est Donc, vrai. je lis tant aux gens. C'est noté, la ça. décision que vous prenez, ce n'est pas une décision factuelle. C'est une décision qui va avoir un impact pendant longtemps. Non, puis c'est un très bon point. Puis effectivement, la haute direction peut-être ne le voit pas toujours de cette façon-là. Il faut amener les gens à voir ça. Puis on peut carrément dire que, tu sais, au-delà de tout, la réputation, c'est comme ton actif le plus stratégique, là. Tout repose sur... on ne va pas encore renommer les termes de Warren Buffett qui avait dit « ta réputation, c'est 20 ans, puis ça se défait en 2 minutes ». Mais il reste que c'est ça aussi. Puis si on a effectivement... des dirigeants qui ont une vision, qui veulent laisser. On est dans la pérennité. C'est à chaque décision que ces critères-là doivent être... Totalement. Et si on n'est pas bien préparé, on peut voir une baisse de la valeur boursière d'un moment incroyablement petit. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une compagnie aérienne aux États-Unis qui avait décidé d'expulser un passager il y a quelques années. Ah, ça avait roulé sur les réseaux sociaux. Effectivement, puis il l'avait expulsé en le tirant par les pieds. Brutalement. Et ce qui est arrivé, c'est que tout de suite après, le PDG a pris la parole en disant, écoutez, mes employés ont respecté les règles qu'on avait en place. Erreur monumentale. Les règles ne disaient pas, tu sais, quelqu'un par les pieds. Non. Je suis d'accord que les règles disaient, tu vas escorter quelqu'un à l'extérieur de l'appareil. Ça, je suis totalement d'accord. Mais il y a une façon de faire. Et par la suite, c'est certain que les gens, des experts en communication, lui ont dit, non. Parce qu'en dedans, je pense, de 18 heures, la valeur boursière avait chuté de 32 %. C'est énorme. Puis là, c'était pas des résultats financiers négatifs, c'était juste la perception, c'est venu viral. On est dans le comportement. Quand ça vient viral sur les médias sociaux, ça fait mal rapidement. Donc, je peux vous dire que et je vais donner un autre exemple, parce que je me parle beaucoup d'exemples, mais en 2019, la compagnie Walmart avait voulu, à chaque année, ils ont toujours, eux autres, un petit concours qu'ils font avec les fournisseurs de trouver le gilet de Noël le plus original, mais dans le sens un peu quétaine, je vous dirais. C'est qui va faire rire quand tu vas arriver. Ça va être drôle. Et ils avaient décidé d'utiliser l'intelligence artificielle. Ils ont dit, on va mettre 2 règles. Il ne faut pas qu'il y ait des mots qui peuvent offenser les gens. Il ne faut pas qu'il y ait des images qui peuvent offenser les gens. Et là, nos auditeurs, aujourd'hui, ce que je vais vous suggérer, c'est d'aller le voir plus tard, ce que je vais vous dire. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a un fournisseur qui est arrivé avec une image. On voyait un bonhomme de neige qui était assis derrière une table. Il y avait un petit amoncellement de neige, puis il y avait 3 lignes blanches de neige. Et ça disait « Let it snow ». Donc, l'intelligence artificielle a regardé une image, un bonhomme de neige dans le temps des fêtes. Non. « Let it snow », le nom d'une chanson populaire anglophone dans le temps de Bien Noël. connu. Donc, ils ont dit « Aucun problème ». Sauf qu'une fois que ça a été mis sur leur plateforme, c'est devenu viral. Parce que quand tu le regardais, là, le bonhomme de neige, il y avait les 3 petites lignes, ça avait l'air de la cocaïne. Et let it snow, le mot snow, dépendamment si vous venez d'une bonne vie ou pas, oui, c'est ça, il peut y avoir une connotation ça peut être sur le sol ou sur la table. Donc, à ce moment-là, les gens disent, est-ce que Walmart t'envoie un message comme quoi que tu vas faire de la cocaïne dans le temps des fêtes pour mieux gérer la belle famille? C'était pas ça du tout. Donc, c'est poussé. Donc, ça a ouais. été incroyable. Et le président du conseil d'administration a pris parole en disant, et il y a eu une très belle façon de communiquer. Il a dit, parce que c'est sa chaîne d'approvisionnement. Il n'a pas dit, je vais congédier le fournisseur ou on ne fera plus affaire à ce fournisseur-là. Il a dit, écoutez, c'est notre erreur à 100 %. On a utilisé l'intelligence artificielle dans le but de simplifier un processus. On a manqué parce qu'il n'y a pas eu d'interaction avec un être humain à la fin. Si interaction, il y aurait eu, processus de sélection. le risque aurait été diminué. Donc, on prend la responsabilité et on vous dit qu'à l'avenir, nous ne ferons plus cette chose. Point. Et ça a été ce qu'il fallait. Il n'a pas essayé de dire, écoutez, c'est ma chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas nous. Non, c'est on a ça. des règles à l'interne, nous, on ne l'aura pas toléré. Ce sont notre fournisseur, puis on ne fera pas affaire ça. Non, il a pris l'entière responsabilité, c'est nous. Parce que lui savait que sa chaîne d'approvisionnement fait partie de son entreprise. C'est une extension Oui, mais de tu l'entreprise. as raison de dire, puis la faute de, ça ne change rien, parce que dans la perception des gens, c'est la même chose. C'était d'admettre. C'est l'organisation, puis la perception est mauvaise. Donc, on a des enjeux, là, si on termine vraiment sur des éléments clés. Il y a des défis dans les organisations de faire reconnaître cette culture-là, mais de vraiment l'implanter, pas juste à l'interne, mais aussi dans ses relations à l'externe. Ça, c'est clair. Et puis, il y a aussi le jeu. J'appelle ça le jeu de répondre à des appels d'offres avec des éléments et des informations qui sont belles sur papier,
mais pas nécessairement intégrés ou pas nécessairement qui ne vivent pas au sein de l'entreprise. Ce serait quoi ton autre élément ou ton mot à toi, ton mot-clé pour dire aux entreprises, ce risque-là, il est bel et bien réel. Puis attendez-vous, là. Sortez du déni et posez les questions lorsque vous parlez de gouvernance. Quand vous siégez un conseil d'administration, moi, je demande souvent que dans un des éléments de l'ordre du jour, qu'on ait une section qui dure environ 10 minutes où ce qu'on parle des risques en général. Et là, ce qu'on fait, on parle, c'est quoi les risques dans l'industrie? Qu'est-ce qui se passe dernièrement dans notre industrie? Qu'est-ce qui se passe chez notre compétiteur? Regardons, dit, écoute, j'ai un de mes compétiteurs qui a un problème avec le Modern Slavery Act. On peut dire, et nous? Avons-nous ce même problème? Le miroir, là. La première question, et nous? Si quelqu'un vous tout à l'heure, pour non, nous, on est correct. Deuxième question, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait de différent de lui? Ouais. Et lorsque vous posez ces deux questions-là, vous évoluez beaucoup. Puis moi, je crois que chaque fois que j'ai posé des questions, c'est sûr qu'au début, c'est des questions c'est que les gens voient ça comme un peu tabou. Est-ce que tu nous accuses de... J'accuse pas, je questionne. Je fais mon rôle d'administrateur. Et je pense, qu'on disait tantôt, il faut que la haute sélection s'engage. Quand j'ai dit, c'est plus juste le tone from the top, c'est le conduct. Bien, comment un administrateur peut se conduire en posant les questions, en disant, la chaîne d'approvisionnement, pourquoi est-ce qu'on sous-traite? Pourquoi qu'on ne le fait pas de nous-mêmes? Il peut y avoir des raisons. Et le fait de sous-traiter, quel avantage ça nous donne? Posez les vraies questions. Mais les questions que les gens ne voudront pas souvent répondre. Mais si vous voyez un inconfort, c'est parce que vous avez posé une bonne question. Oui. En supposant que vous l'avez fait d'une façon normale. Mais moi, je considère toujours que c'est raison. Là d'avoir un courage. Vous savez, en tant qu'administrateur, on dit toujours, qu'est-ce que j'apporte comme plus-value? Et moi, j'ai toujours dit, si j'apporte une plus-value, c'est parce que je pose les bonnes questions. La journée que je vais me retenir à poser les questions, je devrais laisser ma place. On n'assume plus notre rôle. J'exécute plus mon rôle de la façon que je dois. Puis je vais vraiment profiter de cette note-là parce que c'était un excellent commentaire. Puis je pense que ça s'applique exactement, toutes ces notions-là, aux professionnels de l'approvisionnement. Donc oui, on a du travail à faire les recherches, à s'informer, à être curieux, à faire des visites, des audits. Je le dis tout le temps, allez voir vos fournisseurs, surtout ailleurs, là, dans des pays peut-être plus à risque, on le sait. Il y a des pays qui sont plus exposés à ce risque-là. Faut pas non plus le nier. Donc, il faut en profiter de cette connaissance-là. Mais il faut aller au-devant. Mais aussi, parler du courage. Quand on monte des business cases en approvisionnement, quand on a des propositions qu'on reçoit de tel ou tel fournisseur, il faut avoir aussi le courage, à un moment donné, de défier sa direction ou son responsable financier, de dire, celui-là, c'est le plus intéressant sur papier. Voici les doutes que j'ai. Puis j'irai à quelqu'un d'autre, même si c'est plus cher. Ça prend une forme de courage pour dire ça quand on est dans un exercice de réduction de coûts, quand on a un exercice de... Mais je trouve que c'est important de l'appliquer, ça. C'est essentiel parce qu'il y a quelqu'un qui va pointer le provisionnel de l'approvisionnement. On dit, bien, nous, on te faisait confiance. Tu faisais partie d'un ordre. On croyait qu'on t'embauchait parce que... Donc, tu as tout à fait raison. Il faut être capable d'intégrer plus que les éléments financiers. D'intégrer, de dire, la décision sur une base purement financière, j'opterais pour ce fournisseur. Mais si j'inclus les éléments non financiers, dont le risque réputationnel, à ce moment-là, je dis souvent avec mes étudiants une situation où ce que je dis, tu as une situation où est-ce que tu peux faire beaucoup de profit, tu peux atteindre les objectifs que tes investisseurs t'ont demandé, même les surpasser, mais ça risque de causer un risque réputationnel qui, selon toi, devrait durer environ 12 mois. Quelle décision tu prends? C'est des bonnes questions. Et vous savez, la réponse est dans comment tu t'assures que c'est 12 mois, comment tu peux être sûr que ça va durer 12 mois, puis comment on peut le quantifier. La réponse est là. Si tu feras juste prendre tes chiffres, oui, mais... Donc, mais c'est super intéressant, puis je trouve que c'est un beau mot de la fin de dire, ben, dans la gestion des risques liés à l'approvisionnement, les risques de qualité, les risques de disponibilité, les risques de toutes sortes de choses, là, il reste que ce risque-là, il faut qu'il ait sa place dans les critères, puis il faut qu'il ait sa place dans son poids global d'un appel d'offres ou à la recherche d'un partenaire. Il faut que ça en fasse partie intégrante, puis il faut qu'on y accorde de l'importance aussi. Autant que les autres. Oui. Et surtout quand on est dans des géographies particulières ou des activités particulières, on sait qu'ils sont plus susceptibles de nous
nous proposer des surprises. Je pense que c'est super intéressant. Si je pourrais te rajouter ce que tu dis, je crois qu'un professionnel ou une professionnelle de l'approvisionnement va toujours se confronter à la personne qui est la responsable de la gestion des risques au sein de l'entreprise. C'est d'être capable de confronter cette personne-là en lui disant « L'appétit pour le risque, moi, j'en ai pas. » Parce que c'est un risque réputationnel. On ne peut pas avoir un appétit pour un risque réputationnel. Non. Je disais, moi, j'ai un appétit pour l'imputabilité. Donc, je vais être imputable de mes décisions, mais je ne vais pas avoir un appétit pour le risque réputationnel. Parce que très souvent, moi, j'ai entendu des gens qui disaient, oui, mais c'est une gestion de risque, on a un appétit pour le risque. Oui, financier. Pas ce genre de risque-là, parce que tu as peut-être une bonne situation financière, légale, peut-être que tu as de la jurisprudence qui peut t'aider. Mais réputationnel, tout ce que ça prend, c'est quelqu'un qui a un téléphone cellulaire dans ses mains, qui va filmer une petite vidéo qui va devenir virale. Et en dedans d'environ 48 heures, tu sais, on parle souvent de Jordan au niveau de la loi. Les médias sociaux, 48 heures, tu vas avoir eu ton procès. On va même t'avoir d'imposer ta peine. Tu n'as vraiment même pas eu la chance de te défendre. Donc, c'est vrai. C'est après coup qu'on va gérer une crise qui est déjà lancée. Zéro. Mais tu as tout à fait raison. Puis dans le fond, on va terminer sur cette note-là, mais on n'est pas non plus en mesure de dire qu'on est tout le temps 100% garanti qu'il n'arrivera rien. On ne peut pas empêcher les choses d'arriver. Ce qu'il faut pouvoir démontrer, c'est qu'on a fait... on s'est conformé à des vrais processus, à nos procédures qui sont vraiment inculquées dans nos salariés puis dans nos façons de faire, qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour identifier ces risques-là, pour les gérer. C'est ça qu'il faut démontrer dans le fond, puis documenter que malgré tout ça, ben pouf, un truc est survenu. Puis... Et que vous avez fait un suivi constant. Donc, dès qu'il y avait un nouvel élément qui venait s'ajouter, vous veniez revoir la décision que vous avez prise, vous veniez l'ajuster. Il faut être, tu sais, on dit tout le mot agile. Bien, moi, je crois que dans l'approvisionnement, l'agilité, c'est aussi de voir un peu en disant, mes gens qui font partie de la chaîne d'approvisionnement, est-ce qu'il y a des choses qui viennent de changer? Si oui, je revois le risque. Des fois, ça peut être juste une question, c'est peut-être pas votre fournisseur, mais dans le pays dans lequel il opère, il y a une nouvelle loi, une nouvelle règle, où il y a de l'instabilité. Comment que ça peut se refléter? En ce moment, on vit des conflits internationaux, parce que des gens qui vont migrer dans différents pays, est-ce qu'on est peut-être plus exposé à des risques de modern slavery, d'esclavage moderne? Il faut faire attention. Oui, tout ce qui est trafic humain, tout ça, effectivement, c'est plus susceptible de se présenter comme situation. Mais il y a beaucoup à faire. Mais je pense qu'une fois qu'on a cette conscience-là, c'est relativement facile de contaminer les gens dans nos équipes puis nos gestionnaires. Leur dire, écoutez, il faut travailler dans ce sens-là. Et il n'y a pas de shortcut non plus. Puis il y a des décisions fondamentales qui sont celles de savoir est-ce que mes profits, je les veux à tout prix? Et puis quel niveau de compromis je suis prêt à faire? Puis ça peut être vraiment fatal. Puis je pense que les discussions comme nous, il ne faut jamais dire que c'est des balados ou des sessions de formation, c'est des balados ou des sessions de sensibilisation. Ouais. Et quand vous amenez ça à la haute direction, on aimerait vous sensibiliser. Si vous dites, on aimerait vous former à la nouvelle règle sur le Modern Slavery Act. Ayez vos réflexions à l'interne, puis voir comment vous pouvez appliquer ça. On aimerait vous sensibiliser à des impacts au niveau du risque réputationnel de l'entreprise qui va affecter possiblement la valeur boursière de l'entreprise. Croyez-moi qu'on va vous écouter. Oui. Écoute, Marc, ça a été super intéressant de t'avoir. Je savais que ça allait être une belle discussion. Tu as tellement d'expérience aussi. Puis avec tes étudiants, tu es dans un bassin de découvertes et de surprises. Je veux vraiment te remercier. Merci de ta générosité. Puis on souhaite bon succès en éthique à toutes nos entreprises du Québec et du Canada. Je pense qu'il n'y a rien de plus valorisant que d'être éthique. Et quand on dit quel est le legs que je vais laisser, si quelqu'un peut dire j'ai fait un legs éthique, je pense que c'est bravo, un gros bravo. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vous avez apprécié cet épisode? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.